Bonjour à tous, bienvenue pour déjà la 5e édition de Watch Up sur Watch TV. Watch Up, c'est le rendez-vous bimensuel de l'actualité des startups et de la nouvelle économie. Et ça tombe bien, on va être au cœur de notre promesse aujourd'hui avec à la réalisation et même au micro, Benjamin Vincent qui peut nous dire un petit mot. Salut Benjamin. Salut Bertrand. Ce sera la voix off comme dans les émissions de TF1 qui peut intervenir. Il faut dire qu'on est à Boulogne. Il y a 3 grandes chaînes à Boulogne. Oui, ici la voix. Ici la voix de Watch TV. En direct ici pour donc Watch Up avec toujours Ilan Beacera qui est notre correspondant permanent et on ne le lâcherait pour rien au monde du côté de Palo Alto dans la Silicon Valley. On va faire un petit tour de piste en fait de tous ceux qui sont en rendez-vous avec nous aujourd'hui en Skype. Ilan Beacera, est-ce qu'il est avec nous? Salut Ilan. Oui, salut à tous. Il est très tôt du côté de Palo Alto au moment où on enregistre cette émission en live, en l'occurrence elle sera rediffusée plusieurs fois sur Watch TV. Il est 18h et des brouettes au moment où on le fait, nouvel horaire le mardi, un mardi sur deux, de 18h à 19h, avec la possibilité pour vous d'ailleurs de réagir, et c'est ce que vous faites. Ilan vient de le faire à l'instant en live sur Watch TV pour Watch Up. On vous tiendra au courant de tout ça et vous pouvez évidemment poser des questions tout au long de cette émission. Ilan Beacera est avec nous, il est Senior Director of Product, je n'ai jamais donné son titre en anglais, on va le faire une fois, de Jive Software. C'est Productive au départ et c'est devenu Jive avec le rachat de Productive, on vous en a parlé plusieurs fois déjà. On parlera avec lui de pas mal de choses. On parlera également avec Sabine Filias qui est coincée dans un taxi, puisqu'on est en direct, coincée dans un taxi qui va arriver d'une seconde à l'autre, de l'indicateur Chausson Finance qui recense un petit peu ce qui se passe de façon semestrielle dans le monde de l'investissement. Qu'est-ce qui se passe du côté des startups financées? Qu'est-ce qui se passe du côté des levées de fonds, des fonds d'investissement? Apparemment, la tendance est en train de s'inverser du bon côté, c'est-à-dire que la crise commence à être un peu derrière. En tout cas, depuis 4 ou 5 semestres, il y avait vraiment un problème de financement qui semble se résoudre en partie. Peut-être l'arbre qui cache la forêt, on en parlera avec Sabine Filias dès qu'elle arrive. On a également Sébastien Schropf, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, qui est avec nous. Salut Sébastien, c'est le cofondateur et CEO de OneTooth. Tu es où exactement? Où vous êtes où? On va se vous voyez, tiens. Dans nos bureaux, situés à Annecy, près d'un joli lac, près de montagne. Avec la jolie pub derrière, OneTooth. OneTooth, en fait, en un mot, la baseline de OneTooth, c'est juste pour teaser pour la suite. C'est avant tout l'application des sorties locales et spontanées. Et vous venez de lever 120 000 euros. Et vous continuez à lever de l'argent en espérant le faire en crowdfunding sur une plateforme, on en parlera tout à l'heure, 120 000 suivi peut-être de 200 000 pour OneTooth. Et comme on va parler beaucoup de levée des startups et de cette nouvelle économie, est-ce qu'elle profite aux jeunes pousses? On aura l'occasion d'en discuter ensemble. Et puis Laurent Kretz est avec nous également. Salut Laurent. Salut tout le monde. Laurent Kretz, c'est le patron de, comment ça s'appelle, Apps 365 ou 365 Apps? 365 Apps. On le met dans le sens là, c'est plus pratique, qui est une recommandation quotidienne d'une application Android. Une formule qu'on connaît bien, qui fonctionne bien d'ailleurs. Ça fait combien de temps qu'existe 365 Apps? Ça va bientôt faire 2 ans qu'on a lancé 365 Apps, sous un nom différent au début, mais 365 Apps aujourd'hui, effectivement, et je suis le cofondateur. Et ce dont on va parler vraiment, c'est votre rôle de co-organisateur de Start in Paris. Start in Paris, qui est un événement régulier qui permet à 5 startups de pitcher pendant 5 minutes à l'issue d'une sélection d'une quinzaine de startups qui est fait par un jury. Bref, il y a tout un schéma qui est mis en place là, ça fonctionne bien, il y a vraiment du monde à chaque fois, et des jolies startups qui sont sorties à chaque fois de Start in Paris, et qui ont été remarquées notamment par les investisseurs. On aura l'occasion aussi de discuter de cette dynamique-là, puisqu'il y a énormément de choses qui se font pour les startups aujourd'hui. Tiens, on va s'offrir le luxe d'une petite virgule, et on retrouve Ilan. Ilan Beacera, donc depuis Palo Alto, c'est en Californie évidemment, Palo Alto où est le siège de Jive, où travaille Ilan qui est notre correspondant là-bas régulier pour nous donner des nouvelles de ce qui se passe. Il y a encore une actualité qui est assez riche. On va parler beaucoup d'argent aussi, Ilan, tout à l'heure avec Sabine Filias et notamment des levées. On verra si les tendances sont les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Apparemment, c'est assez proche. Au niveau mondial et au niveau français, les tendances se rapprochent, plus 20% au premier semestre 2013 pour l'investissement dans les entreprises innovantes, on va dire au sens large, ça va des plus petites aux plus grosses. Il y a pas mal de choses à raconter, notamment le rachat de Braintree par qui d'ailleurs, tiens, Ilan? Par PayPal. Évidemment, enfin par PayPal. Eh oui. Voilà. Ouais. Par David Marcus. Mm-hmm. En fait, du côté de cette boîte, on avait déjà depuis un petit moment
Tiens, on a Sabine Filias qui arrive, elle est avec nous. On va vous la présenter, comme ça sera fait, voilà, elle s'assoit, on est en direct. Bonjour Sabine, vous allez bien ? Très bien. Bienvenue au club, on est en direct. Vous pouvez mettre ce petit casque-là et le petit micro est juste devant vous. C'est parfait. Voilà. Donc PayPal a racheté Braintree. À quoi ça sert de racheter 800 millions de dollars, quelque chose qui vient ajouter une couche certaine à PayPal, mais est-ce que PayPal n'était pas un produit déjà complet, Ilan ? Oui, alors PayPal, c'est David Marcus qui a pris la direction de PayPal il y a un peu plus d'un an maintenant. David Marcus, on se rappelle, c'est un francophone qui donc suisse, qui avait monté Zonk, qui s'est fait racheter par PayPal pour 200 et quelques millions de dollars, donc superbe succès, et qui s'est installé chez PayPal en tant que VP mobile et qui est devenu en fait président. Alors lui, ce qu'il veut faire en gros, c'est séduire à nouveau les développeurs pour utiliser PayPal comme solution de paiement. PayPal a eu pas mal de problèmes de communication et de produits. Les développeurs n'étaient pas contents de PayPal et ils ont switché à d'autres solutions, dont Stripe, dont Braintree. Et Braintree est vraiment un des gros succès ici dans le paiement auprès des développeurs. Donc les développeurs, c'est les sites e-commerce, c'est les sociétés de software comme ce qu'on faisait nous. Nous, on utilisait Stripe chez Productive, mais Braintree est beaucoup plus gros que Stripe. Et donc ce qu'ils ont racheté ici, c'est un accès direct à la plupart des développeurs avec une API qui marche super bien pour eux et donc c'est aussi une opération de communication. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette petite polémique qui est en train de naître en France sur PayPal, qu'il faudrait déclarer au fisc sous peine d'avoir une amende de 1 500 €. En clair, on ne passerait pas à travers les grillages en ayant comme ça un compte bancaire, même s'il est indexé sur un compte traditionnel sur Internet. Est-ce que ça a fait parler aux États-Unis ou pas du tout ? Non, je sais que ça a fait rigoler David, mais c'est tout. Oui. David Marcus, donc le patron de PayPal. Braintree, donc, dont on vient de parler, il y a toute une mode là qui est en train de se mettre en place qui s'appelle le mobile too, parce qu'on en invente toutes les semaines là-bas du côté de Silicon Valley. Oui, alors non, je sais pas si ça a vraiment un nom, mais en gros, c'est toujours dans la même tendance de connecter le online et le offline, mais cette fois-ci, c'est avec des services mobiles. Donc, vous avez entendu évidemment parler de Uber, par exemple, qui est un des services qui fait ça, un des plus connus, même en France, parce que je crois qu'il marche super bien à Paris. Ça marche très très bien, ouais. Les taxis privés. Donc voilà, Uber, on a une appli mobile et qui vous permet de commander un taxi, une voiture en général assez sympa. Ça s'écrit pas avec un H et un T, c'est Uber en fait, c'est presque à l'allemande là. Ouais, c'est vraiment à l'allemande. Et ça marche super bien. Et donc Uber, c'est une de ces grosses boîtes aujourd'hui de la Silicon Valley où tout le monde veut aller travailler. Mais il y en a pas mal des applis mobiles qui sont un peu dans le même domaine. Tu as Instacart qui te permet aussi, depuis ton appli mobile, de commander tes courses. Donc principalement agroalimentaire. Et on va te livrer chez toi. Donc ça marche aussi super bien dans la Silicon Valley. Ils sont en train d'aller un peu partout aux États-Unis dans un premier temps. Ensuite, tu as des services comme DoorDash, donc qui vient de lever de l'argent la semaine dernière, qui est aussi très sympa. Eux, ils permettent aux restaurants qui livrent pas de livrer, tout simplement. Donc idée toute bête, mais qui cartonne. Et donc c'est une nouvelle génération de services avec mobile first, donc c'est vraiment des applis mobiles au départ et qui connectent avec un service offline. Donc les restaurants, les taxis, les supermarchés, les femmes de ménage, enfin il y a vraiment de tout quoi. Et c'est la grosse tendance du moment. En fait, c'est simplement le web qui se réapproprie le quotidien, le réel, et finalement, ça passe maintenant directement par les téléphones. C'est la poursuite du phénomène qui se passait sur le web, qui était en train de revenir vraiment vers le commerce de proximité, vers les services de proximité, et qui maintenant se dirige directement depuis le mobile, si j'ai bien tout compris. Voilà, ouais, exactement. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi la notion d'instantané qui est permise par le mobile et un peu moins par le web. Donc c'est un peu une réinvention de tout ça et c'est hyper intéressant. Ça avait un peu démarré avec les camions qui venaient se positionner devant les entreprises et qui balançaient un tweet et on regardait sur son mobile, on savait où était le camion et on pouvait venir acheter à manger. Ça a pris très très fort en France. Je me souviens plus comment s'appelait ce camion qui a circulé pendant un petit moment du côté de Palo Alto notamment. Vous vous souvenez, Sabine ? Non, en France on avait le camion qui fume. Il faut parler vraiment sur le micro. Le camion qui fume, ouais, c'est vrai. Ouais. Et comment s'appelait celui aux États-Unis, tu te souviens, Ilan, qui circulait, qui était le premier vraiment à circuler, qui a été le premier à tweeter en direct l'endroit où il se trouvait pour que les gens viennent acheter à manger, tout simplement.
Alors, à Palo Alto, je sais pas, mais à New York, t'as un camion de Belgian Waffle qui est très très connu. Et pareil, qu'on suit sur Twitter et qui change d'endroit un peu tous les jours. Et même principe. Donc on a Instacart, on a DoorDash, on a donc Uber qui sont ces nouveaux services qui vont directement à l'essentiel de la consommation depuis le téléphone de façon extrêmement simple. Et puis dans l'actualité de cette semaine, il y a une application Fotolia qui vient de sortir, qui s'appelle Fotolia Instant, je crois bien, et qui est plutôt pas mal. Hein. Il y a quelque chose d'assez nouveau. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas aux États-Unis sur cette nouvelle application Fotolia ? Écoute, moi j'en ai entendu parler en tout cas aux États-Unis hier. Et je trouve l'idée géniale. Alors, on a l'habitude de parler plutôt des boîtes américaines. En l'occurrence, Fotolia, c'est une boîte européenne, mais dont on est hyper fier et qui marche super bien aux États-Unis. Donc, c'est sympa aussi de leur faire un petit clin d'œil. Et je trouve l'idée géniale. En gros, c'est une fois que tu as installé l'appli sur Android ou iPhone, tu peux vendre les photos que tu as prises toi-même avec ton caméra. Place de marché, quoi. Tout simplement. Place de marché, voilà. Place de marché de tes photos perso. Je trouve que l'idée est géniale. Voilà. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil à toute l'équipe. Oui, donc ça se passe avec Fotolia, et on imagine qu'il pourrait y avoir un marché de la sorte avec, pourquoi pas Instagram ou d'autres, parce que aujourd'hui, il y a des photos qui sont absolument superbes, alors pas d'énorme qualité, mais en tout cas superbes, qui sont faites via Instagram, et qu'il y a des gens qui pourraient vouloir les acheter pour les utiliser à un moment ou à un autre. Je suis sûr que ça a déjà été fait, mais c'est pas, disons que c'est pas officialisé, mais je suis certain qu'il y a pas mal de photos d'Instagram qui sont reprises par la presse. Le chemin est long. Il faut demander l'autorisation de celui qui l'a faite. Il faut retrouver, parce que ça circule beaucoup aussi sur Instagram, donc on peut perdre finalement la trace assez vite. Et donc c'est plutôt une bonne idée, ça. L'actualité générale, la tendance générale en matière d'argent, on va parler d'argent avec Sabine Filias dans quelques secondes, et la tendance générale aux États-Unis, c'est quoi en ce moment ? Est-ce que c'est plutôt, ça y est, vive la fin de la crise, c'est terminé, tout est reparti comme en 14, ou finalement ça n'a jamais été problématique ? Écoute, alors moi, je suis un peu biaisé parce que je suis vraiment au centre de la Silicon Valley où on voit des levées de fonds toute la journée. C'est vrai aussi. C'est pas évident de donner un point de vue générique sur les États-Unis, mais la tendance, je dirais, c'est que relativement facile de lever un tout premier tour, donc ce qu'on appelle les seed rounds, plutôt facile. Je dirais même avant d'avoir lancé son produit, parce qu'après ça devient difficile. Il faut montrer qu'on a de l'attraction, il faut montrer qu'on a des utilisateurs, des revenus, et donc ça devient plus difficile de convaincre. Et donc le problème que je vois, c'est, je pense à peu près le même en France et ailleurs, c'est qu'il commence à avoir un creux entre les seed rounds et les séries A, qui sont des tours de 3, 4, enfin entre 2 et 5 millions, qui ceux-là sont beaucoup plus durs à lever. Et ça, c'est vraiment ce que j'observe ici. Quelle est la fourchette de ce qu'on appelle les seed rounds ? C'est aux alentours de quelques centaines de milliers de dollars ? Écoute, c'était le cas, moi, quand j'ai monté Productive en 2008. Quand on levait $300 000, c'était un beau seed round. Aujourd'hui, ça va facilement jusqu'à 1 million, 2 millions, même 2,5 millions. Il n'y a plus vraiment de limite. Tout dépend de l'équipe qui est derrière, du marché qu'on attaque, du bon timing ou pas, de là où on est. Mais ça peut monter plus haut, et je dirais que la moyenne aujourd'hui dans la Silicon Valley, c'est 1 million, 1,5 million. Tiens, puisqu'on a Sabine Filias qui est arrivée avec nous, qu'est-ce que vous pensez des informations qui ont été données ? Est-ce que vous êtes en prise permanente, vous, chez Chausson Finance, où vous êtes managing director, et vous observez tout ce qui se passe dans le monde des startups ou des grandes entreprises, on va dire, plutôt innovantes ? Est-ce que vous êtes en permanence en train de relooker ce qui se passe du côté de la Silicon Valley ? C'est le focus principal ? Non, je pense qu'il faut vraiment séparer ce qui est le monde des startups et du capital risque en France de ce qu'il est aux États-Unis. Il y a vraiment beaucoup plus qu'un océan de différence entre les deux, ne serait-ce que parlons chiffres. Le capital risque en France, c'est selon les années dans les 800 millions d'euros investis dans des entreprises innovantes. Aux États-Unis, c'est 36 fois plus. Moi j'ai été vraiment frappée en comparant ces chiffres. C'est notre population est 6 fois plus petite que celle des États-Unis. Mais alors, les investissements capital risque, c'est 36 fois plus petit. 6 fois, oui, c'est 6 au carré, nous, on prend ça. Voilà, non, mais c'est très impressionnant de voir. Et donc, forcément, tout ce qu'on peut entendre sur le montant d'un taille de round de seed, par exemple, là aussi, il faut les diviser très fortement. En France, c'est déjà, avant même d'avoir lancé un produit, on peut lever quelques centaines de milliers d'euros, mais ce sera plutôt 100 000, 200 000, et ce sera un parcours du combattant, ce sera difficile.
Et après, les rounds qu'on peut appeler round B et les autres, on retire là encore un zéro. Enfin, on est plutôt dans, aujourd'hui, un tour classique, on va dire, d'une société qui s'est déjà un peu développée, ça va être 2 millions d'euros. Il y a 5 ans, on était sur des rounds plus gros, on voyait régulièrement des levées à 5, 10, 15 millions. C'est devenu beaucoup plus réduit aujourd'hui. On va faire le point justement sur ce qui s'est passé dans le premier semestre 2013. Apparemment, il y a quand même un mieux par rapport à ce qui s'est passé dans les semestres précédents. Et c'est l'objet du baromètre que vous publiez tous les semestres chez Chausson Finance. Un mot de Chausson Finance, parce que tout le monde ne connaît pas nécessairement. C'est vrai qu'on vous connaît pour ce baromètre notamment, mais il y a une activité qui est plus large que ça va de soi. C'est pas votre métier. Des statistiques, notre métier, on est conseil en levée de fonds, c'est-à-dire on accompagne les entrepreneurs qui cherchent à lever de l'argent auprès de fonds d'investissement pour aller développer leur société. Donc c'est des entreprises innovantes, pas toujours technologiques, mais toujours innovantes, qui sont alors à différents stades, soit des stades assez jeunes, soit des entreprises qui font déjà 10, 15 millions de chiffre d'affaires et qui cherchent à lever entre, on va dire, 2 et 15 millions d'euros pour se développer, pour aller plus vite, pour aller à l'international en particulier. Le chiffre principal de ce baromètre qui vient juste d'être publié il y a quelques jours, je crois qu'on l'a d'ailleurs, on peut le faire défiler en même temps, comme ça vous donnera quelques chiffres de base et on va revenir sur quelques-uns d'entre eux, mais il y a vraiment un plus 20% qui est le bon chiffre qui fait plaisir en fait finalement. Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Ça c'est une autre question, mais en tout cas il y a plus 20% d'investissement au premier semestre 2013 par rapport au semestre précédent. Alors, oui, c'est une bonne nouvelle, 20% d'augmentation des investissements. 412 millions d'euros investis 421. En France. 421, voilà, j'avais à l'envers. Si vous voulez, on a vraiment tendance à croire que c'est quelque chose d'extrêmement conjoncturel. Depuis 4-5 semestres, le capital risque baisse. On a perdu... il y a 2 ans, on était à 1 milliard d'euros investis. L'an dernier, il y a 3 ans, 1 milliard d'euros investis. L'an dernier, on n'était plus qu'à 800 millions. Cette année, je pense qu'on va être dans les mêmes ordres d'idées. En fait, il y a moins d'argent qui est levé par les fonds. Du coup, il y a moins d'argent qui est investi. Et tant qu'il y a moins d'argent en entrée, il y aura forcément moins d'argent investi par les fonds dans les entreprises innovantes. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand même, il y a des nouvelles qui semblent aller dans le sens inverse de ce que vous dites, puisqu'on a appris aujourd'hui, par exemple, que Partech est un fonds qui fait office de fonds important là, sur la place française, qui est à Berlin et aux États-Unis également, vient de recapitaliser à hauteur de plus de 200 millions de dollars, c'est-à-dire 160 millions d'euros, ce qui est absolument énorme. C'est évidemment une très bonne nouvelle. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le secteur du capital risque en France, c'est qu'il y a 2 types de fonds. Il y a la première partie qu'on appelle les fonds fiscaux, FIP, FCPI, qui lèvent de l'argent auprès des particuliers avec une déduction fiscale, et de l'autre côté les FCPR, donc qui sont des fonds qui lèvent de l'argent auprès de ce qu'on appelle les LPs, qui sont des investisseurs institutionnels. La grosse partie du capital risque en France, 60 à 70% selon les semestres des montants investis, ce sont les fonds fiscaux, les FCPI. Et les FCPI, depuis 3 ans, ont leur collecte, donc qu'ils font chaque année, qui a baissé de 25%. En l'espace de 3 ans. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une déduction fiscale qui a subi les différents coups de rabot. Là-dessus, l'an dernier, il y a eu, en plus, s'est ajouté la limitation des déductions fiscales, c'est-à-dire les niches fiscales plafonnées à 10 000 euros. Bon, tout ça a fait que les particuliers investissent moins en FCPI. Et donc les fonds qui représentent 70% des montants investis, une baisse de 25% en 2 ans, forcément ça se ressent derrière dans les investissements. Alors de l'autre côté, du côté des FCPR, on a des très bonnes nouvelles. C'est vrai qu'elles se sont un peu accumulées ces derniers semestres, puisque là on parlait de Partech, mais il y a également Ventech qui a levé, 360, Alven, Serena. Enfin, c'est des très bonnes nouvelles et c'est des fonds qui lèvent des montants importants qui sont supérieurs à 100 millions. Mais ça ne peut pas compenser des FCPI qui chaque année levaient aux environs d'1 milliard et dont la collecte a baissé à 800 millions. Il faut savoir qu'un FCPR, il lève tous les 6-7 ans, là où les FCPI levaient chaque année. On a vu apparaître AXA Seed Factory, là, il y a quelques jours également. Donc AXA, l'assureur AXA, qui est un investisseur depuis X temps, sous différentes formes des entreprises. Et c'est pour reparler du seed, parce qu'en fait, sur les 421 millions dont on parle, le plus 20%, le seed, c'est-à-dire l'amorçage, les plus petites sociétés, les startups qui lèvent 300-400 000 euros, ne représente que 20 millions d'euros. Et ça, c'est très très faible en fait. Donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que ce sont des grands investisseurs, des grands fonds d'investissement qui investissent beaucoup dans des grandes entreprises, on va dire, si on résume à gros traits. Grandes entreprises. Oui. C'est des entreprises qui font déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'est pas non plus dans les centaines de millions, on est plutôt dans la dizaine de millions de chiffre d'affaires. Et il y a une deuxième chiffre qui est important, c'est de voir les entreprises qui n'avaient jamais été financées par le venture.
spécificité, on se rend compte, du venture français, c'est que non seulement les fonds investissent dans des entreprises déjà plus matures, mais en plus des entreprises qui sont déjà financées par des fonds d'investissement. C'est-à-dire que sur les 412 entreprises qui ont été financées ce semestre, il y en a moins du quart qui n'avaient jamais été financées. 97 précisément. Voilà, Ouais. qui n'avaient été financées déjà par du venture. Donc on se rend compte que les fonds ont du mal à aller chercher des nouvelles entreprises et à leur faire confiance. Et c'est vrai que ça va avec le côté, le seed qui devient vraiment le parent pauvre du capital risque. Aujourd'hui, il y a toujours cet equity gap dont on parle depuis des années sur autant on peut lever sa première dizaine de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros en love money et business angel, autant aller lever son premier million d'euros, ça reste extrêmement difficile. En France, c'est pas simple. Dans les catégories de sociétés qui sont financées, on pourrait penser que la high-tech, notamment, a une place importante, ou les services web. Il y a évidemment des services comme ça, mais on va vraiment vers les green tech, vers la santé, vers des nouveaux secteurs aussi qui se développent pas mal. Alors, le secteur Internet e-commerce reste vraiment le secteur préféré des investisseurs. Ça fait 4 semestres. Et c'est assez intéressant parce qu'historiquement, le plus gros secteur financé par le capital risque, c'était la biotech et la santé, donc biotech et medtech. Maintenant, c'est vraiment Internet qui a pris le lead et ça semble vraiment pérenne. Surtout quand on ajoute à ça le logiciel qui aujourd'hui est totalement intimement lié à Internet, puisque le logiciel qui se finance aujourd'hui, c'est du SaaS, c'est du cloud. Donc forcément, des secteurs du logiciel qui sans Internet n'existeraient pas. On va peut-être faire parler un tout petit peu Sébastien Schropf, qui vient avec OneTooth d'avoir la plus petite levée du mois de septembre en France, en tout cas celle dont on a parlé dans le milieu du web. Sébastien, 120 000 euros, c'est de l'argent qui vient de Business Angel, tout simplement, c'est 120 000 euros. Et comme c'est un petit peu faible pour vous, parce qu'il faut un peu plus d'argent pour fonctionner, 300 000 euros à peu près, vous avez décidé d'aller chercher 200 000 euros de plus en crowdfunding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de mixer un peu tous les fonds possibles. Comme ça existe encore, le crowdfunding. Pourquoi ça va disparaître selon vous assez rapidement ? C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des discussions au niveau gouvernemental pour... Alors, l'idée de départ est toujours la même, c'est de dire on va encadrer pour protéger le particulier. Résultat, ils veulent tuer le crowdfunding. L'état des dernières discussions serait un particulier ne pourrait pas investir plus de 250 euros par projet, et un projet en tant que tel ne pourrait pas réunir plus de 300 000 euros. Ça va être super, ça. Voilà. Ça fait plaisir à plein de gens, cette histoire. Est-ce que vous êtes allé voir les fonds d'investissement traditionnels, Sébastien, ou les investisseurs, on va dire, institutionnels de la place, ou est-ce que vous vous êtes dit, non, c'est même pas la peine d'aller les démarcher, on n'aura pas un centime de leur côté ? Alors nous, à l'origine, on a souhaité... aller chercher justement, lever des fonds pour assumer nos stratégies et nos stratégies de développement. On est donc allé démarcher effectivement des banques dans un premier temps. Alors là, quand vous êtes une start-up, quand vous faites du web, ce n'est pas la bonne époque, on va dire, et vous n'avez pas assez d'actifs tangibles pour les intéresser. On est allé s'adresser effectivement à des réseaux de business angels, à des fonds d'investissement, plutôt des fonds d'investissement early stage, puisqu'on est encore très tôt dans notre développement. Donc on a décidé ça il y a 1 an maintenant. On a eu la chance de croiser sur notre route, grâce au réseau que l'on s'est constitué, une business angel qui nous a suivis dès les premiers mois suivant la création de la société, avec qui on avait levé 40 000 euros. Donc un premier petit tour proche du love money, mais d'un investisseur que l'on ne connaissait pas à l'origine. Pendant effectivement les 6 mois qui ont suivi cette première levée, nous sommes allés voir effectivement nous avons candidaté notre dossier auprès de plusieurs fonds d'investissement et réseaux de business angels. On est encore en négociation, en discussion en tout cas avec certains. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes encore une société où le développement sur le marché est très très jeune. Aujourd'hui, certes, on affiche de la croissance, on a validé une partie de notre business model, on fait déjà de l'argent, mais ça reste très faible pour le contexte économique actuel. On a donc décidé de faire parler notre réseau. On fait partie de différentes associations web, et puis notre parcours, nos expériences nous ont mené à rencontrer effectivement plusieurs personnes d'horizons variés. Et aujourd'hui, on a fait donc cette première levée de 120 000 euros avec notre actionnaire
précédent qui a renforcé ses positions, et surtout, également, 8 autres investisseurs, des entrepreneurs, chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, et qu'on a réussi à détecter, on va dire, en dehors des canaux traditionnels. Aujourd'hui, nous essayons de Sébastien, je voulais juste savoir savoir, quand vous discutez avec d'autres startups que vous croisez dans des rendez-vous dont on va parler par exemple tout à l'heure avec Start in Paris ou d'autres, est-ce que vous avez le sentiment qu'elles ont l'espoir que ça peut fonctionner, qu'on peut lever de l'argent, de quoi en tout cas démarrer vraiment une activité, c'est-à-dire 300 000, mais on sait qu'avec 300 000, on ne va pas non plus très très loin, il faut vite rentrer de l'argent, ou voire 1 million, voire 2 millions, ou est-ce que finalement tout le monde se dit, bon là c'est vraiment compliqué, on s'oriente vers le crowdfunding, on trouve d'autres solutions, mais sur la place, là, c'est un peu difficile aujourd'hui, les places sont trop chères. En 2 mots. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller chercher des preuves et démontrer des preuves de croissance selon certaines statistiques, que ce soit de la croissance du nombre d'utilisateurs sur votre application ou de la croissance du chiffre d'affaires, aller vraiment chercher de la rentabilité. Je pense que c'est un point qui est vraiment à mettre en point d'orgue au niveau de sa stratégie. On ne peut plus espérer, je pense, c'est très difficile en tout cas, de lever simplement sur la base d'un projet, d'une équipe, aussi bien ficelée soit-elle. Je pense qu'il faut aller très vite sur le terrain, démontrer ses capacités. Sabine, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on prend quand même moins de risques. Alors évidemment, l'effet crise est passé par là aussi. On refinance des sociétés qui ont déjà été financées, parfois par d'autres, qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui ont de l'activité. Bref, on a des métriques, comme on dit, qui sont tangibles, mais on prend moins de risques. La notion de capital-risque en France, c'est du capital, c'est de moins en moins de risques finalement, non ? Oui, alors, faut dire aussi que le terme de capital risque est une traduction absolument affreuse du terme anglais qui est venture capital. Le but d'un investisseur, c'est pas de prendre des risques, c'est de faire des multiples et de gagner de l'argent. Oui, il ne doit pas prendre du risque pour prendre du risque. Oui, ça c'est vrai. Il y a une part de risque à l'intérieur quand même. Oui, mais il ne faut pas le prendre exprès. Le but, c'est de trouver des pépites et de les aider à grandir. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce qu'avait pu être la bulle des années 2000 où les investisseurs finançaient du PowerPoint. Aujourd'hui, en effet, il faut démontrer... En fait, les investisseurs sont plus du tout prêts à prendre un risque de marché. C'est-à-dire, ils veulent avoir une preuve que vous avez des utilisateurs, des clients qui sont prêts à vraiment acheter votre service. Et sans ça, aujourd'hui, les investisseurs, en tout cas les investisseurs en capital risque, passeront leur tour. Ils revenez me voir dans un an. C'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'évidemment, pour lancer le service et le rendre effectif, il faut aussi avoir de l'argent au départ. Donc comment est-ce qu'on fait pour amorcer la pompe ? Donc, il faut aussi relativiser. Créer une entreprise coûte beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans, parce que vous avez beaucoup d'outils open source qui font que pour développer votre produit, ça vous coûtera moins cher que ça n'a été le cas. Donc oui, il faut faire avec les moyens du bord, c'est difficile. Il faut faire appel à des business angels particuliers. Il faut dire quand même que ces dernières années, en particulier avec la défiscalisation TEPA, on a vu arriver sur le secteur des gens qui n'étaient pas habitués à l'investissement, mais qui se sont dit pourquoi pas finalement, au lieu de donner mon argent aux impôts, autant essayer de prendre un risque, d'aller vers une opportunité et d'aider une jeune entreprise. Donc il y a quand même beaucoup plus de business angels qu'il y a 10 ans, même si c'est sur des tickets qui ne sont pas toujours très élevés. Et après, je pense que c'est aussi important de faire cette étape de business angel, parce que c'est beaucoup de business angels, au-delà de l'argent qu'ils vont vous apporter, c'est souvent des tempes grises, des gens qui ont déjà réussi une première entreprise et qui vont vous apporter bien plus que l'argent qu'ils vont mettre chez vous. Du mentoring notamment. Voilà. Et c'est quelque chose de très important. Et nous, je dirais même la meilleure nouvelle qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a un foisonnement d'entreprises. Nous, on n'a jamais vu autant de création d'entreprises. Toutes les écoles ont maintenant leur incubateur. On a l'impression qu'il y a un incubateur qui se crée par semaine. Enfin, on a vraiment un foisonnement d'entreprises et surtout des gens qui sont, je dirais, mieux formés, mieux accompagnés et qui du coup ont des projets qui tiennent beaucoup plus la route que ça pouvait être le cas il y a 10 ans. À propos d'école, justement, il y a l'école 42 qui est apparue il n'y a pas tellement longtemps sur le secteur, qui est l'école initiée notamment par Xavier Niel. Et c'est là-bas dans 2 jours que va se passer le prochain Start in Paris, décidément. Je vais essayer de mettre un up à chaque fois, qui est co-organisé par Laurent Kretz, qui est avec nous. Laurent, j'espère qu'il est toujours dans le coin. Quelles sont les personnes qui viennent avec un carnet de chèques voir les startups pitcher à Start in Paris ? Est-ce que ce sont des business angels ? Est-ce que vous avez des fonds plus institutionnels qui viennent ? Quel est le sentiment que vous avez par rapport à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure ? Un sentiment
varié. Disons que Start in Paris, c'est pas vraiment un événement qui permet de pitcher des investisseurs, et c'est pas son rôle, c'est pas son but. Le but, c'est vraiment de permettre à des entrepreneurs de se rencontrer, de se découvrir, de rencontrer des étudiants biz ou tech, mais surtout de mettre une tête sur des projets sur des noms sur des noms sur des têtes. On a une petite partie de l'audience, on reçoit chaque mois entre 350 personnes. On a chaque mois des investisseurs qui viennent, mais c'est vraiment plus pour découvrir, sentir une tendance que pour être séduit et investir directement. D'accord. Donc il n'y a pas de volonté claire et nette de présenter des startups à des gens qui vont mettre de l'argent à l'issue de ça ou après quelques semaines de discussion. On croit et c'est ce qu'on aime, on croit au produit, au projet, à la vision. Et tous les pitchs qui sont faits à Start in Paris sont des pitchs vraiment produits et vision, et pas des pitchs investisseurs avec des prévisions financières à 3 ans par exemple. D'ailleurs, quand il y a une startup qui inclut des slides sur ses prévisions financières, en général, elle se fait huer par l'audience. C'est assez rigolo. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On verra aussi des images parce que de temps en temps il se passe des choses rigolotes à Start in Paris. Il y a évidemment des gens qui veulent se faire remarquer, notamment habillés en petit lapin. C'est une façon comme une autre de venir pitcher. C'était il y a quelques temps dans un précédent Start in Paris. Avec Ilan, on va peut-être dire un mot de sa vision, de sa vue de Palo Alto. Est-ce que ce qu'on est en train de raconter sur le marché français a des résonances là-bas en Californie, dans la Silicon Valley, ou est-ce que finalement tout ça te paraît très très différent de ce que tu vis ? Non, alors, par rapport à ce que j'ai entendu de la part du fondateur de OneTooth, tu vois, ce qu'il dit, c'est que il a pas levé suffisamment d'argent pour pouvoir vraiment déployer sa stratégie, et donc du coup, ils vont devoir faire des revenus très rapidement. Le problème, c'est que quand tu as un service grand public comme le sien, l'introduction d'un business model très tôt, en général, crée de la friction à la croissance. C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie de payer au début, peu importe qui sont censés payer, est-ce que c'est des restaurants, des bars ou l'utilisateur final. Au début, tu as juste envie de découvrir ce nouveau service, l'essayer, et puis si ça te plaît, tu vas en parler à tes copains, etc. Et c'est ça que tu recherches au début. Donc c'est la croissance du nombre d'utilisateurs, c'est la rétention de ces utilisateurs, et ensuite, à la fin, commencer à introduire des revenus. Alors, une des différences que je vois entre ce que j'entends en France et aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, on se soucie des revenus bien plus tard, et je trouve à juste titre. Pour le coup, moi, j'ai toujours été derrière. On a toujours poussé les revenus avec Productive assez tôt, mais on a quand même pris notre temps, suffisamment de temps pour trouver ce qu'on appelle en anglais le product market fit. C'est-à-dire que tu vas pouvoir commencer à générer des revenus quand tu es prêt à répondre aux vrais besoins de ton marché et à vraiment assumer une vraie croissance. Et donc, on parlait tout à l'heure du equity gap, et c'est là qui pose problème. C'est que quand tu as levé 200, 300 000 euros, pour lever le prochain million ou 2 millions d'euros, il faut montrer des vrais chiffres. Et je ne pense pas qu'avec si peu d'argent, on soit capable de montrer des vrais chiffres. Donc il y a beaucoup de startups qui sont tuées dans l'œuf à cause de ça. Il faut dire que si Twitter avait dû avoir le régime à la française, on n'aurait pas, dans l'actualité, une arrivée en bourse de Twitter. Twitter n'a pas gagné d'argent pendant X temps. Et s'est même posé la question pendant des années très très ouvertement de ce qui était le modèle, son propre modèle. Dans les conférences, je me souviens, c'était une blague récurrente. Twitter venait expliquer qu'il avait absolument zéro modèle et que pour l'instant il n'était pas question de faire de l'argent. Alors évidemment il y avait des réflexions en sous-main. Enfin c'est impossible ça, Sabine. On peut pas avoir un nouveau Twitter ou des leaders si on impose cette espèce de chape de plomb qui est commencer par faire tout de suite de l'argent au lieu de commencer par faire tout de suite une communauté ou rendre un service qui correspond à une demande. Oui, on a plusieurs difficultés pour construire des leaders. En fait, aujourd'hui, on a même 2 equity gaps en France. On a le premier, donc, qui est réussir à lever le premier million entre les quelques centaines de milliers d'euros de business angel et les tours sur une entreprise plus mature. Et on a même en plus un deuxième equity gap qui va se passer sur les gros tours de financement, c'est-à-dire les tours au-delà de 20 millions d'euros, où les fonds français, malheureusement, sont trop petits et ne peuvent pas accompagner dans leur croissance ces entreprises. Donc il y en a un certain nombre qui réussissent à lever auprès de fonds anglais ou américains, mais évidemment, c'est pas l'essentiel. Et c'est vrai que quand vous regardez les dernières très grosses levées, si vous regardez Criteo, si vous regardez Spartoo, si vous regardez... 30 millions pour Criteo. Voilà. Elles sont majoritairement conduites par des fonds anglo-saxons. Et donc finalement, en France, et comme toutes les sociétés françaises n'ont pas vocation à aller convaincre un fonds anglo-saxon, ça veut dire que non seulement on a du mal à passer le stade des
quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires, et ça va être encore plus difficile de passer au stade des centaines de millions de chiffres d'affaires, parce que vous n'allez pas trouver le gros coup de boost qui va être les 15, 20, 30 millions d'euros nécessaires pour faire une vraie internationalisation, pour devenir un leader mondial. Juste un petit mot rapide, il y a une redistribution des cartes, on a l'impression, dans les fonds d'investissement. Alors évidemment, il y a toujours des gros, ID Invest par exemple, qui est très fort depuis 2-3 ans, et plus, mais depuis 3 ans, on entend parler de ID Invest tous les jours quasiment, et toujours là, c'est le plus gros financeur français actuellement, plus de 35 millions, je crois, sur le dernier semestre. Mais il y a des fonds qui ont disparu un petit peu de la circulation, dont on parle moins, ces fameux fonds d'entrepreneurs qui avaient été créés, Jaina par exemple, Capital, ou Kima Ventures, dont on parle peut-être moins parce qu'il investit peut-être plus à l'étranger. Que deviennent en fait ces nouveaux fonds qui avaient essayé de redistribuer un peu les cartes? Est-ce que c'est pas finalement les anciens fonds, les Sofinova, les Partech, les ID Invest qui sont en train de reprendre la main? Alors Sofinova est justement un mauvais exemple, puisque le fonds aujourd'hui ne fait plus que de la biotech. Ouais. Il a C'est vrai qu'ils sont recentrés. vraiment, baissé ses montants investis. Non, je pense que les fonds d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est une vraie tendance. Ils sont vraiment inscrits dans le paysage, surtout sur des montants plus petits. Après, qu'on en entende moins parler, je dirais, leur métier, c'est pas non plus de faire des RP à longueur de temps, mais au contraire, je trouve qu'on les voit vraiment s'être installés dans le paysage. Puis il y en a dont on entend moins parler, mais par exemple, on a aussi Norbert d'Entresang qui a lancé son fonds, qui est Ainov. On a aussi le fonds Aurinvest qui a lancé son deuxième fonds. Enfin, aujourd'hui, au contraire, ils sont plutôt inscrits dans le paysage sur des montants un peu plus petits. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est la communauté qui peuvent drainer autour d'eux, à l'image d'un autre fonds, par exemple Caporn, dont vous n'avez jamais dû entendre parler, mais qui a fédéré plus d'une centaine de particuliers qui investissent et qui créent une communauté qui a vocation à accompagner les entrepreneurs en ouvrant tout un réseau beaucoup plus large que ne peut le faire finalement un fonds classique qui a quelques gros financeurs. Alors après, c'est vrai que ceux qui investissent les plus gros montants, c'est normal, c'est les plus gros fonds. Si vous voulez mettre 5 millions d'euros sur la table sur une seule société, vous ne pouvez pas avoir un fonds qui fait simplement 30 ou 40 millions, sinon c'est pas possible. Juste un mot avant de parler de OneTooth un peu plus précisément avec Sébastien Schropf. Un mot d'Ilan sur son côté business angel. Ilan, tu investis toi régulièrement dans des entreprises. Est-ce que l'idée d'investir avec d'autres est essentielle ou est-ce qu'on peut faire ça tout seul? Est-ce qu'il y a une tendance, même aux États-Unis, à se regrouper? On voit ça en France, beaucoup de groupements, de clubs finalement de business angel qui ont plus de puissance à quelques-uns. Ouais, écoute, c'est pas une grosse tendance aux États-Unis, à part récemment on en a parlé parce que AngelList, dont on a parlé il y a 2 semaines, vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les syndicates, et donc qui te permet en gros, si tu as accès à des super startups, de fédérer d'autres angels qui vont investir avec toi presque les yeux fermés. Et donc tous les gros business angels américains comme Kevin Rose et Dave Morin, etc. ont créé des syndicates sur AngelList. Perso, je suis pas un grand fan. C'est pas le problème quand t'as un groupement d'angels, c'est que tout le monde doit donner son aval. C'est quand même rare d'avoir l'aval de tu vois, à 100% d'un groupe pour investir dans une startup en particulier. Il y en a toujours qui vont avoir un problème. Moi, j'investis seul. Comme ça, au moins on est tranquille. Mais c'est intéressant comme sujet. Oui. Moi, ce que je peux voir, c'est vrai que je travaille beaucoup plus avec les fonds d'investissement qu'avec des business angels. Mais on voit beaucoup chez certains de nos clients, par exemple, les business angels qui investissent en groupe. Alors, non pas qu'ils soient une seule entité, mais ils investissent entre copains. Parce que quand un voit une entreprise intéressante, il appelle ses copains et ils investissent ensemble. Et je pense que c'est pas mal. On s'aperçoit qu'ils ne sont jamais tous d'accord. C'est-à-dire que s'ils sont 20, il y en a 10 qui vont investir et les 10 autres passent leur tour. Mais on arrive toujours à en trouver 7, 8, 9, 10 qui sont d'accord et finalement ça crée une émulation et des discussions intéressantes et puis ça crée aussi des rapports qui sont assez marrants parce qu'il y a des rapports évidemment de confiance. Je te présente telle startup, il faut mettre de l'argent quoi maintenant, c'est clair et net. Si vous m'aimez, il faut me suivre et mettre un petit chèque. Mais c'est mieux quand c'est pas organisé. C'est vrai. En fait. Ça se fait tout le temps de façon inorganisée comme ça. Chacun, quand il a une belle idée, essaie de placer ses copains aussi, qui sont business angels, en disant je crois que j'ai un truc intéressant, il faut venir mettre un petit ticket dans cette affaire-là. Tu le fais toi assez régulièrement et on t'appelle aussi pour ça. Tiens, une petite virgule, on est dans le luxe.
C'est Watch Up, c'est l'émission bimensuelle de l'actualité des startups et de la nouvelle économie. C'est en direct pour la première diffusion ce soir jusqu'à 19h. Le mardi désormais de 18h à 19h. Vous pouvez toujours réagir, c'est pas énorme d'ailleurs vos réactions là sur Twitter. Watch Up ou Watch TV. Et on va parler un petit peu plus de OneTooth 2 secondes avec Sébastien Schropf. On a raconté que Sébastien donc, est allé chercher avec ses petits bras musclés et ses collègues, puisqu'ils sont 3, sont allés chercher 120 000 euros auprès de Business Angel, sont actuellement en train de chercher 200 000 euros auprès de tout simplement du public. C'est du crowdfunding auprès d'une plateforme dont j'essaie de retrouver le nom, je ne l'ai plus. Si Participe, c'est Participe qui est la plateforme sur laquelle les 200 000 euros sont partis. Est-ce qu'on a toujours Sébastien qui est avec nous ? Oui, on l'a toujours. Ça, c'est Il est toujours là. Il est toujours là, c'est une bonne nouvelle. OneTooth se présente comme la première plateforme communautaire dédiée aux loisirs, aux activités de loisirs. En fait, le principe, il fallait encore y penser. D'ailleurs, vous n'êtes pas complètement les seuls sur le secteur, mais vous êtes assez précis dans cette dimension-là. On a tous des activités qui sont très locales. L'idée, c'est qu'on a besoin d'avoir des pushs de ses amis ou de gens autour de soi et qu'on peut soi-même inciter les autres à participer à des activités. Alors, ça va être du mountain bike ou du cinéma, pourquoi pas, ou un concert. Vous êtes plutôt fort en Rhône-Alpes actuellement. On disait tout à l'heure que vous êtes du côté d'Annecy. Et les 120 000 euros vont vous servir vraiment à développer tout ça. Comment est née l'idée précisément, ou en 2 mots même, de ce OneTooth ? L'idée est venue du problème que l'on détecte chez mes 2 compatriotes, Benoît Davo et Johan Jeunier, et puis chez moi-même. On a chacun nos passions. Moi, c'est le parapente, l'informatique également. Johan, c'est le basket. Benoît, c'est la photo. Et chacun de nous, on était frustrés de ne pas pouvoir autant sortir que l'on voulait, autant sortir aussi souvent que l'on le souhaitait. On a fait une petite étude, c'est plus de 8 Français sur 10 qui sont dans ce cas-là. Et bien sûr, il y a le côté budget, mais il y a surtout aussi le côté, on n'est pas toujours accompagné pour partager ces activités. Et c'est ici qu'est née l'origine du projet, qui a vécu une certaine genèse, comme le disait Ilan tout à l'heure. On a dû effectivement se positionner, affiner notre positionnement pour trouver le bon market fit. OneTooth est né à l'origine en tant que Mythic Affinity, on va dire, Mythic Affinity de l'amitié. On faisait se rencontrer des personnes en fonction de leur centre d'intérêt commun, dans le but de faire des rencontres amicales. Et qu'est-ce qui a bougé entre-temps alors finalement ? Alors, on s'est beaucoup plus positionné sur les activités, sur les événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va permettre, grâce au site web, de solliciter ses utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt. Vous vous inscrivez, vous dites moi j'aime le ski, j'aime le web, j'aime le monde entrepreneuriat ou l'économie, etc. Et dès qu'une activité va être proposée par un autre utilisateur sur un de ces sujets-là, à proximité de vous, vous allez être sollicité. On va vous dire regardez donc, ceci peut vous intéresser. Allez voir les détails, inscrivez-vous, partagez, présentez ça aussi à vos amis puisqu'on est interconnecté aux réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, on s'apprête à lancer les applications mobiles. On va encore plus loin dans le sujet, dans la simplicité, justement, ce fameux market fit, puisqu'on est sur le point de lancer les applications mobiles des sorties locales et spontanées qui permettent aux gens qui décident de sortir mais qui n'ont pas planifié de le faire, de trouver immédiatement autour d'eux des activités de qualité. En particulier aujourd'hui, c'est plutôt les concerts, les théâtres, les soirées à thème. Et cette levée de fonds nous permet justement de nous développer avec plus de puissance, en particulier en Rhône-Alpes, sur Lyon, mais également à Paris. Mais vous êtes dans le crowdsourcing, on a bien compris, pour les idées d'activité. Quelle est la part ensuite que propose OneTooth ? Parce qu'il s'agit de mettre en forme tout ça, évidemment, de positionner tout ça dans des informations concrètes, sur une carte précisément. Alors quel est le travail que vous faites ? On se doute bien que tous ceux qui amènent une idée ne vont pas aller faire le travail à votre place. Est-ce que vous faites le travail à la mano, comme on dit, pour aller positionner chaque événement sur une carte locale ? Ce serait assez long. Aujourd'hui, on a eu plus de 1000 activités proposées sur la plateforme. Notre grande force, en fait, c'est d'avoir mis en place et de continuer de mettre en place un système dynamique de mise en relation autour d'activités, de suggestions automatisées. C'est-à-dire que l'utilisateur A qui souhaite faire un tennis, par exemple, va automatiquement proposer son activité sur la plateforme, et c'est à nous, comme le fait le crowdfunding, en ayant de l'économie collaborative, c'est à notre moteur d'aller automatiquement solliciter les autres utilisateurs en fonction de leur goût, en fonction de leur localisation. Donc aujourd'hui, sur le site web, l'utilisateur peut voir sur une carte à la Google Maps, on a vraiment voulu se pencher sur l'ergonomie, toutes les activités disposées autour de lui. Et dès qu'une activité correspondant à un de ses centres d'intérêt est créée, il en est immédiatement informé. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent, vous, précisément là-dessus ?
en particulier avec les professionnels. Aujourd'hui, on a monétisé le service en permettant aux professionnels de toucher un public qui ne touche pas habituellement, puisque c'est un public qui ne va pas chercher le contenu, mais qui attend que le contenu vienne à lui. Souvent des personnes dynamiques qui ont peu de temps disponible pour faire des recherches. Ici, on a l'exemple d'une table d'hôte qui souhaite proposer une dégustation de vin. Nous, on va automatiquement la proposer à tous ceux qui ont déclaré dans leur profil ou que nous avons détecté dans leur profil en fonction de leur comportement passé, qui apprécient le vin, qui apprécient les tables d'hôtes, qui apprécient ce type d'ambiance un peu intimiste, gastronomique. Mais ça veut dire que vous êtes commissionné sur l'achat éventuel d'un repas dans cette table d'hôte, ou vous avez de l'argent tout simplement à la source de la table d'hôte pour faire le push, comme on dit? On gère tout. En fait, on fait toute la partie promotion, mais on gère également la partie billetterie et paiement en ligne, en particulier pour les salles de spectacle qui souhaitent proposer un concert. On va faire toute la communication auprès de nos utilisateurs et également relayer sur les réseaux sociaux, référencé sur Google. Mais on va surtout gérer la billetterie et les paiements en ligne sur lesquels nous, on ajoute des frais de service. En un mot, Sabine, Filias et Ilan, vous achetez ou vous achetez pas une idée pareille si vous êtes investisseur? Qui commence? Ilan, peut-être? Bon, ok. Écoute, j'aime bien la façon dont c'est décrit en tout cas. Je trouve que c'est bien pensé. C'est pas juste une autre appli de découverte d'événements locaux en connectant Google Maps et Foursquare. Ça va plus loin que ça. De gérer l'événement Foursquare en général. Existe toujours, donc c'est une bonne nouvelle. Ça existe toujours, mais bon, on ne sait pas pour combien de temps. Non, je trouve que c'est bien pensé. Alors moi, je suis pas la cible parce que je sors moins, mais je sais que qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent quoi faire et qui veulent. Alors le positionnement, rencontrer d'autres amis qui ont les mêmes centres d'intérêt. Personnellement, j'achète pas. J'y crois pas. Je me demande combien de personnes sont vraiment à la recherche de nouveaux amis qui ont le même centre d'intérêt. Par contre, la recherche d'événements localisés et instantanés, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le mobile to offline. Ça, oui. Moi, d'accord, ça, donc on a compris que tu achètes 50% du modèle, en fait, sur cette idée-là. 65%. 65%. Sabine Filias, vous prenez combien de pourcentage, vous? Non, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Après, ce qui est toujours très difficile dans ce genre de business, c'est l'effet boîte de nuit, en fait. C'est si vous avez personne dans la boîte de nuit, personne ne veut y aller, mais il faut faire rentrer les premiers, et c'est ça qui est le plus difficile. Et d'où la demande des investisseurs de voir de l'attraction, comment ça se passe, est-ce que votre trafic augmente, est-ce que les gens postent bien des contenus, parce que vous avez besoin du contenu, vous allez pas, vous pouvez pas le créer vous-même, donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent, à la fois des utilisateurs, puis des gens qui proposent vraiment des services. Et donc, faut... Justement, des chiffres, on en a. Hein. 4000 inscrits, Sébastien va confirmer, ça a dû bouger depuis le moment où j'ai eu les chiffres. Hein. Il y a 150 professionnels dédiés aux loisirs qui sont dans le réseau, et il y a également plus de 1000 activités qui ont déjà été proposées. Est-ce que c'est tout bon, ça, Sébastien? Voilà, 4200 utilisateurs, 160 professionnels aujourd'hui, dont près de la moitié le mois dernier, ou les deux mois passés, puisqu'on est justement, comme le dit Sabine, en train de développer le contenu sur la plateforme au travers de partenariats avec des professionnels choisis, un petit peu à la manière de ce que font certains référenceurs de lieux ou d'établissements. Nous, on va référencer les événements en fonction de leur qualité, les promouvoir sur notre plateforme pour le compte de ces professionnels. Et donc, on est en train de développer des partenariats, en particulier en Rhône-Alpes et en particulier pour le lancement de ces fameuses applications mobiles le 15 octobre prochain. Et ben voilà, on a tous les chiffres. Tiens, petite virgule et on parle de Start in Paris. Laurent Kretz, qui est le co-organisateur de Start in Paris, qui est également le créateur de 365 Apps, qui n'a rien à voir directement, sinon que c'est une start-up. Laurent, un petit mot sur tout ce qui s'est dit, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre trop votre retour sur la partie OneTooth. Déjà, est-ce que vous achetez ou pas pour Start in Paris ce genre de start-up? Alors oui, pour Start in Paris, c'est très sympa. Je pense qu'il y a quelque chose de rigolo à en dire et que l'audience peut être sensible au projet, à l'idée, à la promesse. Maintenant, d'un point de vue business, ça me semble plus difficile et peut-être que la partie place de marché d'activité originale locale peut être super intéressante. La dimension sociale, elle me semble très difficile. Il y a eu déjà pas mal de projets du même genre. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait un upfor.com, je ne sais plus si c'était français ou new-yorkais,
qui s'était lancé sur le sujet. Voilà, réunir suffisamment de monde pour avoir des gens qui ont les mêmes intérêts au même endroit, au même moment, ça me semble compliqué. Alors qu'une plateforme d'activité locale, il y a des projets qui se montent dans le domaine. Il y a eu TripXP en France qui n'a pas super bien marché, je crois, mais pour d'autres raisons. Il y en a une à Berlin dont le nom m'échappe. Là, j'y crois, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Pouvoir allumer son iPhone, son Android et regarder qu'est-ce que je pourrais faire ce dimanche avec 3 potes parce qu'on est là, ils sont à Paris, et on a envie de faire quelque chose, une dégustation de vin, une sortie en parapente ou autre chose. Ouais, j'y crois, ça. Pourquoi pas. À quoi ressemble Starting Paris? On a des images de précédentes éditions en fait qu'on va pouvoir vous montrer pendant qu'on en discute un tout petit peu. Le prochain événement, c'est dans 2 jours, c'est le 10, donc le 10 octobre. Ça se passe à l'école 42 avec 5 startups qui pourront pitcher pendant 5 minutes. Elles sont issues d'une sélection de 15 qui a été faite par un jury. Il va de soi que vous recevez beaucoup plus de dossiers que ça. Vous recevez combien de dossiers? Comment se passe la sélection très concrètement? Sur quels critères et avec qui déjà dans ce jury? Alors, le concept est simple, hein. Les candidatures sont libres tous les mois et on reçoit, selon les mois, entre 20 et 40 candidatures. Et comme il y a une dizaine d'événements par an, vous faites le calcul, ça fait entre 200 et 300 candidatures par an. Sur ces candidatures qu'on reçoit, on va en sélectionner une dizaine qu'on va appeler les demi-finalistes et qu'on rend public. Et le public votera pour les 5 startups qui souhaitent voir pitcher le soir de l'événement, qui sont les finalistes. L'événement se passe et à la fin des pitchs, on vote par SMS pour la startup qu'on a préférée. Est-ce qu'il y a des types de startups qui reviennent très très régulièrement dans Starting Paris? Il y a des grands thèmes, ouais, il y a des grands thèmes et des grandes tendances. Depuis quelques sessions, on parle beaucoup de bouffe. On a régulièrement des box de la bouffe, de la social economy de la bouffe. On a du dating. Le dating, ça revient régulièrement. J'ai l'impression que les Français, je sais pas si c'est pareil ailleurs, mais les Français aiment beaucoup le dating. Surtout s'il y a de la bouffe avec. Ouais. Surtout s'il y a de la bouffe avec. Et c'est le cas d'une des startups qui a failli pitcher jeudi soir. Donc non, voilà, il y a des grands thèmes, des grandes tendances, et ensuite il y a des vagues. Voilà, il y a eu des vagues des box, de la bouffe ou autre d'ailleurs. Mais on a tout type de startups. En général, on parle technologie, mais on a eu aussi des startups qui étaient. On a eu Jimmy Fairley par exemple, qui est pas. Les lunettes, oui, c'est autre chose, oui. Voilà. Oui, la vague des box, c'était une vaguelette d'ailleurs, parce qu'on n'en parle plus des box. Hein. Enfin, je sais pas, évidemment, elles sont implantées, il y en a qui fonctionnent pas mal. Les box, pour rappel, c'est ces abonnements qu'on fait. D'ailleurs, c'est du e-commerce sur abonnement, c'est là que le modèle est plutôt sympa. Et on achète une box dans laquelle on ne sait pas tellement ce qu'il y a au départ, sinon qu'on fait confiance à ceux qui la proposent. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont arrivés, et puis on en parle un peu moins. Enfin, je sais pas, vous avez des modèles, vous, Sabine Filias, de nouveaux, comme ça, de nouveaux business autour des box qui sont... Alors, les box aujourd'hui ne se financent plus parce que je dirais, il y en a qui ont été financés sur à peu près chaque verticale et ça suffit. Enfin, il n'y a pas de la place pour... Voilà, maintenant la messe est dite finalement dans ce secteur. Elle continue à se créer. Enfin, il y a même aujourd'hui un annuaire qui recense toutes les box et quand vous y allez, il y en a des centaines. Enfin, sur chaque verticale, est-ce que vous voulez du thé, est-ce que vous voulez des sous-vêtements, est-ce que vous voulez des produits de maquillage. Enfin, vraiment, il y en a sur tous les domaines. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours eu des vagues. À une époque, tout le monde faisait son réseau social vertical. Après, tout le monde a fait des box. Voilà. Et on fait quoi en ce moment? C'est quoi? Alors, en ce moment, c'est la bouffe. Si on entend bien Laurent, il faut absolument être dans la nourriture, le partage, le social, et puis un peu d'argent au milieu, c'est-à-dire qu'on va vendre un plat, par exemple, cocooning, on va inviter des gens chez soi et ils vont payer un petit quelque chose. Voilà, c'est ça le nouveau modèle, plutôt en vogue. Oui, c'est ça, on le voit, et pareil, on est en train de voir toutes les verticales. Demain, il y a une start-up qui s'appelle Trip and Drive, qui a fait un peu parler d'elle ces derniers temps et qui permet d'échanger sa voiture à l'aéroport. Au lieu de la laisser garer au parking et payer une fortune, on la loue à quelqu'un qui est pendant le même temps que nous dans l'aéroport en question et peut aller se balader avec la voiture. Donc voilà, il y a la social economy, c'est un secret pour personne d'ailleurs, hein, j'en sais rien là, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui se développe sur beaucoup de verticales. Là, on voit des images derrière qui sont d'ailleurs des images qui ont été faites chez Microsoft, j'ai bien l'impression, hein, parce que régulièrement, vous avez été là-bas faire des sorties de Paris, ça change de lieu en fait, selon les mois. Oui, c'est ça. Alors, on est depuis juste pour faire un petit historique, hein, on a lancé Starting Paris en 2010. On a une trentaine d'événements actuellement, parce que ça se tient presque tous les mois avec moins d'événements l'été. On a commencé à la cantine quand on était 50-60, puis on était à Beaubourg
le centre Georges Pompidou quand on était une centaine, 120, puis on a continué de grossir et on a trouvé un coin qui est sympa, c'est un bar sportif qui s'appelle Le Players, où on est depuis à peu près 2 ans, et qui peut contenir nos 250, 300, 350 personnes. Et de temps en temps, on fait un événement spécial. Alors chez Microsoft, on l'a fait plusieurs fois parce que c'est notre partenaire depuis le début. Et vous avez vu des photos à l'instant avec des sessions très marrantes, dont une session de... Le pitcher était déguisé en lapin. Ah bah vous regardez, ça c'est Bip Job qui est arrivé en lapin. On va peut-être pouvoir avoir ces images-là parce que franchement, il faut oser. Alors après, j'ai regardé la session totale. Voilà, ils sont arrivés pour pitcher. C'est plutôt sympa. Et on a même le son. Bon après, c'est vrai qu'il faut enlever la tête de lapin et puis il faut commencer à délivrer quelque chose qui soit pertinent parce qu'une fois qu'on a fait son petit effet, il faut que ça assure derrière, mais enfin apparemment ils ont réussi voilà, à exactement. faire le truc. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était un pitch pour investisseurs, j'imagine pas arriver devant un investisseur des lapins ou dans les investisseurs posent des lapins, ils les regardent pas. Voilà. Oui, Sabine, vous vouliez dire quelque chose, j'ai l'impression, non ? Non, je me sentais concentré sur une question, sur quelque chose. Non, bah pas du tout finalement. Non, mais c'est bien de voir qu'il y a de la créativité. Ouais. Enfin, Alors le prochain se passe donc à l'école 42, c'est un numéro spécial, on va dire, de Start in Paris, Laurent. C'est ça. Il se tient à l'école 42 en parallèle du concours Meilleur Dev de France. Et on a voulu, en partenariat avec Meilleur Dev de France, proposer à notre communauté, à notre audience de venir découvrir l'école pour cet événement un peu spécial qui est sold out. On a 400 personnes qui vont venir, donc on est au plein de la capacité. Et effectivement, il se tient dans l'école qu'on a pu visiter dernièrement et qui est très sympa. Il y a eu combien de Start in Paris jusqu'à aujourd'hui ? Combien d'événements ? Celui de jeudi sera le 28e. Ah oui, quand même. On est un à peu près toutes les 6 semaines. On n'en fait pas en juillet et en août. Donc 28 x 5, ça fait 140 startups qui ont été vues, sélectionnées, vues et qui ont pitché finalement au fur et à mesure de ces dernières années, quoi. Exactement. Avec des startups qui ont disparu, certaines, mais des startups énormément qui ont réussi, qui continuent de se développer, qui ont levé de l'argent, certaines qui se sont revendues et qui sont passées par Start in Paris. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que Start in Paris est un passage obligé, mais c'est vrai que beaucoup de startups ont eu un boost de notoriété, surtout auprès de l'écosystème des startups françaises, après un passage à Start in Paris. C'est bien vendu, ça. C'est bien vendu, Laurent. Mais je pense que les startups qui nous écoutent vont aller faire un petit tour. Start in Paris, il y a un site et puis on peut directement en ligne faire ses propositions. D'ailleurs, c'est déjà ouvert pour la prochaine session, pas celle dans 2 jours, mais la suivante. D'ailleurs, j'ai vu en regardant les images que quelques-unes sont aussi passées par Chaussons Finance. Voilà. Exactement. Comme ça, tout le monde connaît tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition numéro 5 de Watch Up en direct. Merci à Ilan depuis Palo Alto. On peut faire un petit coucou. Voilà, merci. Salut. Également à Sébastien Schropf de OneTooth à Annecy. Merci à Laurent Kretz du côté de Paris pour Start in Paris. Et puis merci dans ce studio de Boulogne et à Sabine Filias de Chaussons Finance. Merci d'être venus à tous pour donc discuter notamment d'argent dans les startups. Et on se retrouve dans 15 jours, le mardi, de 18h à 19h pour un nouveau direct. Et vous pourrez, une fois de plus, évidemment, tout au long des rediffusions de Watch Up, intervenir via notamment Twitter, Watch TV ou Watch Up. Merci à Benjamin Vincent qui a réalisé de main de maître cette émission. À bientôt.